Meneer de minister, bent u bereid te antwoorden? Ja? De eerste is voor de jongste ontwikkeling, maar het is voor meneer de minister-president. Maar ik kan al antwoorden op de vraag van meneer Delva. Maar Delva is nog niet aangekomen. En wie komt er voor het taxiplan? Première personne, je voudrais te demander quelque chose. Donc, j'ai négocié avec mon chef de groupe que je puisse voter pour le texte parité. Oui. Monsieur le ministre-président, Monsieur le ministre, on peut commencer, tout le monde est là maintenant pour la première batterie de questions. Et donc, Madame Delforge. Merci, Monsieur le Président. Je me demandais qui allait me répondre. De vous ou de Monsieur Smet, Monsieur le Ministre-Président. J'ai cru un instant que la solution trouvée, c'était que Monsieur Van Engel s'y colle. Je ne suis absolument pas déçue, j'étais curieuse. Ma curiosité est assouvie. Mais donc, Monsieur le Ministre-Président, le gouvernement a manifestement adopté en première lecture le fameux plan taxi, au sujet duquel le ministre compétent s'est empressé de communiquer, suivi aussi sec d'une communication de votre part pour dire qu'en fait, tout cela n'existerait que si des négociations ne seraient mises en œuvre, que si des négociations avec le secteur aboutissaient. Donc, ce qui me ramène à une série de questions. Qu'est-ce qui a été réellement décidé? Qu'est-ce qui est négociable? Est-ce que, par exemple, le principe de la plaque de la licence qui irait sur la tête du chauffeur et plus sur la voiture est acquis? Ou est-ce que ça fait partie des choses à négocier? Et s'il s'avérait que, finalement, vous estimez que les négociations ne sont pas abouties et que le plan ne doit pas être mis en œuvre, que se passe-t-il? Est-ce qu'il ne se passe toujours rien et on laisse le secteur dans les problèmes actuels qu'il connaît? Ou est-ce qu'il y a néanmoins des mesures urgentes de remise d'ordre et de contrôle de la situation? Merci. Monsieur Casvan. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre-Président. Évidemment, pour revenir au projet de plan taxi, je rappelle une évidence, le secteur des taxis est demandeur d'un plan, depuis toujours. Mais pas n'importe quel plan, et un plan concerté et négocié. Condition sine qua non pour avoir un plan taxi valable, c'est évidemment de pouvoir garantir une concertation digne de ce nom, respectueuse, et une concertation qui notamment met en application l'ordonnance qui prévoit la façon dont s'organise cette concertation par la tenue, par exemple, de PV, ce qui n'est pas le cas depuis un certain nombre d'années actuellement. Et j'aimerais savoir, est-ce qu'on va régler ce problème? Deuxième élément, si on veut une concertation avec le secteur, il faut rétablir la confiance. Pour rétablir la confiance, il est nécessaire d'appliquer ce que vous avez décidé, et donc c'est la mise en place de cette task force contre la lutte contre la fraude et contre la concurrence déloyale que subit le secteur taxi maintenant depuis plus de 3 ans, avec l'ubérisation à tout va.
Donc mes deux questions sont celles-là. Donc comment est-ce que la concertation va s'organiser? Comment est-ce qu'on va mettre en place et à partir de quand les contrôles auront lieu clairement sur le terrain, puisqu'il est clair que ce sont ces deux conditions sine qua non qui détermineront ou non le fait d'avoir un plan. Et puis, Monsieur le ministre-président, je pensais avoir en face de moi le ministre Smet, mais j'aurais voulu également l'interroger, mais puisqu'il n'est pas là, je déposerai une interpellation en commission pour être sûr qu'il me réponde également. Est-ce qu'il est interpellé par les revendications des salariés de Deliveroo, par exemple, qui sont exactement les mêmes que les salariés du secteur taxi, qui veulent maintenir le salariat et qui s'inquiètent de ce qui se passe actuellement et de la disparition de leur statut. Et d'ailleurs, ils ont décidé ensemble de créer un front anti-ubérisation et je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Je vous remercie. Monsieur Andichy. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le Président, il y a quasiment plus de public que de députés dans ce Parlement. Donc je commençais presque, on peut les compter, un ou deux. Bon, voilà. Monsieur le ministre Président, écoutez, moi j'entendais que c'était le ministre, j'attendais que ce soit le ministre qui nous réponde, puisque on entend toujours parler du plan Pascal Smet, et lui aime rappeler que c'est le plan du gouvernement Rudy Verwoerd 2. Et donc, dans la presse, on apprend plus de choses que dans ce Parlement. On apprend donc que le plan taxi est passé en première lecture. Monsieur le ministre-président, si je comprends un petit peu tous les rouages qu'il y a dans ce Parlement, c'est-à-dire que si ça passe en première lecture, c'est-à-dire que Mme Frémaux, CDH, est d'accord, ça veut dire que M. Van Engel est aussi d'accord, ça veut dire que M. Smet est d'accord, ça veut dire que M. Gozouin est d'accord, et ça veut dire que vous aussi, vous êtes d'accord. Sinon, c'est vraiment le principe d'une première lecture, et donc on se met d'accord. Et on entend que le secteur taxi n'est pas très satisfait de ce plan taxi, même si on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, mais on sait que, et c'est ce qu'on a dit depuis pas mal de temps, c'est que ce plan taxi est sur mesure pour faire introduire Uber ici à Bruxelles. Et je prends une citation du ministre Pascal Smet qui dit dans la presse, donc le plan taxi, blablabla, et puis, donc à l'avenir, chaque service de transport rémunéré de personnes sera considéré comme un service de taxi. C'est ultra important, mais avec des règles plus souples qu'à l'heure actuelle. Donc nous avons des règles, des lois qui régissent le taxi, et aujourd'hui, le gouvernement Rudy Verwoerd 2 est d'accord d'assouplir les règles. Monsieur le ministre-président, ma première question, c'est en quoi consistent ces assouplissements et pourquoi est-ce qu'on assouplit des règles si ce n'est que pour faire rentrer Uber? Et donc, plus loin dans l'article, il s'exprime, puisqu'il s'exprime plus dans la presse qu'ici au Parlement, pour ce qui concerne les plateformes de réservation actives à Bruxelles, elles doivent remplir quelques conditions. Et ces conditions, c'est quoi? C'est des conditions de respect dans la transparence, dans la clarté, et le respect des droits des chauffeurs. Monsieur le ministre-président, je voudrais avoir aussi des précisions quant à cet respect des droits des chauffeurs qui me paraissent, moi, en contradiction complète avec l'introduction de plateformes qui ne respectent non seulement ni nos lois sociales, ni quoi que ce soit. Et donc, Monsieur le ministre-président, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Je vous remercie. Permettez-moi tout d'abord de bien vouloir excuser M. Smet, mais qui... Pas du tout. Non, il est à l'étranger. En mission. Non, c'est pas... Vous n'y voyez pas malice, voilà, j'allais dire, une lecture politique de son absence aujourd'hui. Bien, alors, on a pu constater effectivement, ça permet de faire un peu l'historique très rapidement, je vous rassure, c'est vrai qu'on vit une profonde mutation, pas seulement dans le secteur des taxis d'ailleurs, puisque vous avez évoqué Deliveroo, mais on le vit également dans d'autres secteurs comme le secteur du tourisme, donc avec l'arrivée des plateformes qui ont surfé sur un principe, somme toute, assez sympathique, qui sont les plateformes collaboratives entre citoyens et citoyens. Mais dans la société dans laquelle on vit, effectivement, il y a assez rapidement une récupération économique qui peut se faire, et c'est ce qu'on doit constater aujourd'hui dans une série de domaines.
Et donc, ce qu'il importe, bien évidemment, c'est de prendre en compte la situation existante, voir comment un progrès, parce qu'en soi, le progrès n'est pas une mauvaise chose, hein, il faut bien le considérer comme tel, mais en même temps, il doit s'insérer dans un modèle social qui est celui qui prévaut là où il se met en place. Sans ça, effectivement, ce progrès n'est plus un progrès, il entraîne une régression par ailleurs, par ses effets collatéraux. Mais en même temps, nier que le progrès soit là et dire qu'il n'existe pas, ce n'est pas non plus une solution, d'autant que la question d'aborder les plateformes n'est pas aussi évident que ça. Je comprends qu'on puisse se focaliser sur un opérateur, hein, puisque c'est même devenu une expression maintenant, on parle d'ubérisation, mais des plateformes, il en existe d'autres. Hein. Oh, non, mais... Alors c'est clair que là, on a face à une espèce de géant mondial, bien évidemment, qui dispose des moyens, mais dont la solidité reste encore à démontrer sur le moyen ou le long terme. Mais enfin, peu importe. Peu importe. Et d'un autre côté, effectivement, des opérateurs, des travailleurs qui se trouvent dans une situation qui, effectivement, potentiellement, peut se trouver fragilisée. D'autant plus que Bruxelles, de par sa situation géographique, subit aussi une concurrence, je vais dire, des deux autres régions. Il ne faut pas le nier non plus, c'est qu'un certain nombre de véhicules pénètrent dans ça des 19 communes. À la limite, on peut même penser qu'un certain nombre de licences sont distribuées un peu, je dirais, à la légère, en sachant que de toute façon, elles impacteront principalement les villes, mais il ne faut pas se le cacher, Bruxelles plus spécifiquement. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on est effectivement face à une situation, et moi, je ne le cache pas, qui devient insoutenable dans la mesure où on n'a pas de chiffre précis, mais on peut considérer qu'il y a autant de taxis entre guillemets réguliers que de taxis qui circulent et qui prennent des passagers sur Bruxelles. Je ne parle pas des limousines, puisque là, il y a un certain nombre d'entre elles qui sont reconnues. C'est un secteur qui répond à une série de critères, mais je parle bien de ceux qui, au travers d'autres législations ou sans législation, sillonnent les rues de Bruxelles. Tout cela étant aussi de nature à créer, effectivement, on le voit dans certaines zones de Bruxelles, de fortes tensions entre les chauffeurs de taxi et les autres. Donc, je pense, la question, et je rejoins ce que M. Gazban dit, je pense que ne pas avoir de solution n'est pas une solution. Effectivement, on peut jouer, on peut se dire, tiens, à moyen terme, et même à court terme, enfin certainement à moyen terme, ce n'est pas une solution, parce que la situation actuelle n'a pour effet que de continuer à fragiliser le secteur, en réalité. Hein. Donc, ne pas avoir de solution, c'est permettre au plus fort, en réalité, de manger le plus faible. Donc, une solution s'impose, effectivement, qui soit, et je l'ai dit, une solution qui se doit d'être négociée avec l'ensemble du secteur. Je pense que c'est indispensable, je l'ai dit. Aussi d'éviter qu'on négocie par voie de presse interposée. Je pense, non, mais je vous donne mon point. Mais non, mais je vous donne mon point de vue. Excusez-moi, c'est comme mon droit d'exprimer. Ça correspond d'ailleurs à ce que le gouvernement, M. Van Engel en est témoin, à ce que le gouvernement, lorsqu'il a approuvé en première lecture, a clairement donné comme feuille de route, c'est-à-dire pas de communication aux médias. C'est comme ça. Et pour faire en sorte que les premiers informés, ce soient les premiers intéressés, à savoir le secteur du taxi, pour créer les conditions d'une vraie négociation. Je pense que, effectivement, on ne va pas le cacher, sans doute, pas sans doute, certainement un problème de confiance entre les uns et les autres, qu'il faut pouvoir restaurer, mais et c'est indispensable si on veut arriver à un accord qui soit un accord équilibré. Alors, quand vous dites, je comprends, politiquement, ça veut dire que si vous avez approuvé en première lecture, non, sur quoi on s'est mis d'accord, sur un cadre. Un cadre qui doit être maintenant... Attendez, un cadre qui doit maintenant... mais qui permet, effectivement, d'abord, qui permet... il y a d'abord une série de notes d'opérationnalisation sur les contrôles, sur... Non, je dis qu'il prévoit aussi, parce que l'opérationnalisation de la réforme, quelle qu'elle soit, passe aussi par des mesures qui sont prises sur le terrain. Vous pouvez dire j'interdis ceci, si vous ne donnez pas les moyens de contrôler l'interdiction, vous savez, ça ne sert à rien de dire on interdit. Donc tout ça nécessite effectivement qu'il y ait un véritable, et une task force a été mise en place avec l'ensemble des acteurs, Bruxelles Prévention Sécurité, les zones de police, parce que
tout le monde va devoir travailler à faire en sorte qu'il y ait à nouveau une situation qui soit apaisée sur le terrain. Et puis après, il y a toutes les questions liées effectivement aux opérateurs, c'est de dire, les plateformes, elles existent. Alors elles posent des problèmes effectivement en termes d'impôts, de fiscalité, tout ça, pour lequel nous ne sommes pas, nous, en première ligne compétents pour dire oui ou non. Il faut quand même savoir qu'ils profitent. Non, mais c'est la réalité. Donc vous ne pouvez pas décréter en soi que les plateformes sont interdites. Ce que vous pouvez, c'est combattre... Mais justement, mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Ce que vous pouvez faire... Non, mais l'agrément, c'est qui l'a? Les limousines, ce sont les chauffeurs qui ont l'agrément. Après, s'ils sont affiliés à telle ou telle structure, c'est leur affaire aussi. Vous pouvez pas être... Donc, moi, je ne considère pas que le fait d'être indépendant est la forme la plus évoluée de l'émancipation du travailleur. Ça, c'est une évidence. Je pense que le salariat est en soi à défendre dans notre modèle social. C'est une évidence. Parce que c'est le salariat qui aussi nourrit tous les mécanismes de solidarité, il ne faut pas le perdre de vue. Donc les patrons ne sont pas nécessairement mauvais, je dis ça à vous, monsieur Andichy. Et donc les patrons ont leur rôle à jouer. Ça doit se faire dans un cadre apaisé où il y a une égalité et un sentiment où effectivement chacun apporte sa pierre à la construction d'édifices communs. Ça, c'est le principe. Alors, par rapport aux plateformes, demain, effectivement, et moi je retiens ce que Didier Gozouin a dit par rapport au Deliveroo, il ne suffit pas de décréter, on l'a bien vu, puisque là, eux, ils disent, nous, salariat, fini, on veut un autre modèle qui, effectivement, n'est pas dans l'intérêt des travailleurs. Donc, il faut se garder finalement, de sentences un peu trop définitives. Moi, je crois plutôt, et je pense que ce qu'il a dit était effectivement intéressant, c'est une piste qu'on n'a pas encore creusée, mais qui pourrait trouver aussi tout son sens, c'est la création de plateformes publiques, et qui, là, permet à chacun, oui, on pourrait organiser ça, il n'y a pas de raison. Le tout, c'est une question, effectivement, de travailler avec le secteur. Ce n'est pas question de mettre de l'argent nécessairement, mais c'est de donner le cadre pour permettre de le réaliser. Et en un mot, je crois qu'aujourd'hui, la feuille de route, c'est de renouer le contact, c'est d'apaiser aussi le secteur par rapport à une série de craintes qui sont légitimes, mais qui peut-être sont infondées par rapport au texte. Donc, j'ai quand même à le dire aussi, parce que c'est aussi le curseur qui va déterminer la situation sur le terrain. On peut dire, on ouvre 10 000 licences pour les taxis, comme ça on tue tout le monde. Donc il faut trouver quelque chose qui corresponde aux besoins économiques, à la réalité, protection du salariat, et faire en sorte que le secteur puisse être réformé. Et puis tout le volet contrôle, parce que s'il n'y a pas ce volet-là, croyez-moi, on pourra voter tous les meilleurs textes du monde qu'on veut, la situation sur le terrain ne fera que se dégrader. Merci. Alors, Madame Delphine. Donc, Monsieur le Ministre-Président, puisque vous avez envoyé Monsieur Smet en mission à l'étranger pour nous répondre, je vous remercie pour ce long exposé sur le salariat. Néanmoins, il y a une chose qui ne me semble absolument pas claire, c'est est-ce que oui ou non les mesures de contrôle et de respect de la législation actuelle peuvent être et vont être mises en route quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue du plan dans sa globalité. L'autre chose, puisque vous tenez... Réponse est oui. Ok, super. Puisque vous tenez au salariat et au statut de salarié, moi je vous dirais, en fait, ce n'est pas une question de savoir s'il y a une plateforme publique ou pas publique. Le nœud de l'affaire, et là je ne vous ai pas entendu... On accueille M. Gozouin, on continue maintenant. Ok. Mais donc, le nœud de l'affaire, c'est... Vous ne faites jamais ça, vous. Mais donc, c'est évidemment la question des plaques. Parce que vous savez bien que, quelle que soit la plateforme, si demain, les plaques vont sur la tête, en fait, c'est une légalisation, une obligation du forfait. Et ce qui va se passer, c'est que ceux qui en ont les moyens dans les grandes centrales pourront ou auront comme seule solution de se transformer en location de limousines ou de voitures en mettant des travailleurs qui n'auront pas le choix, qui seront indépendants sur la paille. On sait bien que Uber a déjà des accords avec LeasePlan pour faire louer des voitures par les chauffeurs. Et donc moi, ce qui m'intéresse, parce que c'est ça le cœur, si vous voulez sauver le salariat, c'est de savoir qui va avoir droit à ces plaques. C'est d'une part le contrôle et qui va avoir droit à ces plaques. Tout le reste n'est qu'amélioration d'un secteur qui existe et qui l'accepte, je pense, aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas toujours le cas avant. Donc moi, je veux vraiment vous entendre sur les plaques. Et c'est là qu'on saura ce qui va se passer, oui ou non, pour les gens qui travaillent dans ce secteur. Monsieur Casabon. Alors, moi, je pense que vous venez de préciser deux éléments extrêmement importants. C'est qu'il n'y aura pas de plan s'il n'y a pas une vraie concertation.
Et j'attire à nouveau l'attention sur le fait qu'il n'y a toujours pas de PV qui sont rédigés lors de ces concertations. Et puis, quoi qu'il arrive, plan ou pas plan, la mise en place de ces contrôles. Parce que ça fait plus de 3 ans que le secteur subit ces contrôles. Et alors, par rapport à ce plan qui pose des difficultés au secteur, il y a notamment, effectivement, cette proposition pas très claire de transfert de plaques. Je pense qu'un des arguments du secteur qui refuse ce transfert de plaques, c'est le maintien du salariat. Et sur ça, il a complètement raison. Si vous transférez les plaques de manière individuelle, ça aura pour conséquence de tuer définitivement le salariat. Regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe avec Deliveroo et ce qui va se passer avec beaucoup d'autres. Et tout à l'heure, on parlait de la communication. Et je vous remercie parce que vous avez précisé que quand on est ministre, on ne fait pas de négociation à travers la presse. On ne communique pas à travers la presse, si on veut vraiment aboutir à quelque chose. Et ce qui m'a beaucoup inquiété, Monsieur le Ministre-Président, ce n'est pas la communication du ministre, parce qu'on est un petit peu habitué, c'est qu'une demi-heure après son communiqué, c'est Uber qui communique en se réjouissant. Eh bien, moi, ce sont des choses qui ont plutôt tendance à m'inquiéter et à me faire dire qu'on doit prendre garde que cette économie du partage ne devienne pas l'économie du ravage, notamment des travailleurs et des salariés. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre-président, vous avez parlé de beaucoup de choses et chaque point pourrait faire un débat. Le progrès, il ne faut pas nier le progrès est positif, on est d'accord. La question, c'est le progrès profite à qui? Est-ce que le progrès profite à une multinationale ou à la collectivité? On pourra en débattre, mais ce n'est pas le sujet. Je vous ai entendu dire qu'on ne peut pas tout interdire, sans mettre les moyens pour interdire. C'est quand même, enfin, j'ai pas tout, mais il y avait quand même un aveu d'impuissance. Ou alors il faut mettre des moyens, mais alors qu'est-ce qu'on attend pour mettre les moyens? Qu'est-ce qu'on attend pour mettre les moyens, pour mettre la pression sur Uber et donc les interdire, puisque bon, les représentants de taxi sont là et je pense qu'ils vont confirmer, ceux qui subissent le plus de contrôle, ben, c'est le taxi. C'est pas Uber, donc c'est quand même assez hallucinant. Et je voulais quand même vous raconter la petite anecdote. Je suis sorti samedi soir et je suis rentré en taxi du côté d'Anderlecht. Non, à Agette, il n'y a plus. Avant, il y avait, il n'y a plus. Enfin, c'est un autre débat. On pourrait. Et donc d'Anderlecht à Agette, là où j'habite, j'ai payé 5 € en taxi, hein. Collecto. Ah ouais, évidemment, 5 €. Même Uber ne peut pas s'aligner face à ça. Et je vous amène cet exemple, c'est quoi? Collecto, c'est un service qui est subsidié par la région. C'est subsidié, c'est de l'argent public qui permet à un Bruxellois de rentrer en toute sécurité, enfin tout le blabla d'Uber, hein. Mais en fait, vous le faites. Déjà aujourd'hui, ça existe. Et donc, quand on dit ça à M. Smet, au ministre, mais en fait, vous avez les moyens d'améliorer le secteur taxi, parce qu'ils en ont besoin. Ils sont là, ils le disent les premiers. On a besoin d'améliorer le service taxi. Et donc, on lui donne des propositions. Le PTB lui dit au ministre Smet, voilà, vous avez des pistes. Collecto est un exemple pour le week-end, la nuit. C'est un exemple. Appliquons-le pour la journée. Il y a des pistes de réflexion, il y a des acteurs privés qui sont inutiles. Reprenons-le en main ici en région et on peut même... Parce que Uber, en fait, le premier slogan d'Uber, c'est que ça coûte moins cher. On pourrait même investir dans ce secteur, d'avoir un secteur d'utilité publique encore plus performant. C'est vrai, ça demande un investissement en temps et en réflexion. Je termine. Et donc, les pistes sont là. Il faut dégager quelques intermédiaires qui, selon moi, ne servent à rien. Les centrales taxi, on pourrait très bien le faire en interne. Et donc, ça pourrait diminuer pas mal les marges. Et puis, quand on discute avec le secteur taxi, ben, on se rend compte que l'une des causes des maux des chauffeurs taxi, c'est les centrales qui sont là et qui pompent un fric dingue. Et donc, Monsieur le ministre-président, vous avez répondu à pas grand-chose. Vous êtes venu avec des généralités. Mais effectivement, ce n'est pas vous qui portez le dossier, c'est Pascal Smet, mais vous êtes quand même le boss de ce gouvernement. Et je vois que vous êtes quand même assez éloigné du sujet. Et donc, moi, je suis quand même effrayé, puisque vous êtes quand même le chef de ce gouvernement. Et puis, j'entends ici le collègue qui dit que le plan taxi ne passera pas. Moi, ce n'est pas ça que j'ai entendu du tout. Moi, j'ai compris plutôt autre chose. C'est qu'il y a un plan qui est là, qui est dans le gouvernement, qui est adopté en première lecture. Et donc, ils sont tous d'accord. CDH, défi... PS, ils sont tous là,
Et vous êtes tous d'accord pour ce plan. Après, on peut faire mine de ne pas être d'accord, on peut faire mine de négocier. Je sais que vous êtes du même parti, Monsieur le Président, mais vous avez un degré de neutralité sur cette question. Et donc, je sais que donc, il y a quand même des frictions. Il y a des frictions. Je termine avec ça. Il y a des frictions, mais je pense qu'il est important. Il est important de ne pas faire croire au secteur taxi que le plan taxi ne va pas être adopté. C'est ultra important de le comprendre. Vous l'avez fait reculer 2 fois. Vous connaissez les ingrédients, vous pouvez le faire reculer une 3e fois. Je vous remercie. Alors, Madame Plovy est là. Alors, Madame Plovy, sur la participation des citoyens non belges aux élections. Oui, Monsieur le Président, j'espère avoir autant de temps que mon collègue PTB. Alors, cette semaine, il y a une plateforme citoyenne qui a déposé une pétition pour l'élargissement de l'élection pour les habitants non belges pour les élections régionales. Alors, ils ont évidemment mis en avant une question très importante en termes de démocratie, puisqu'actuellement, la situation fait qu'il y a une discrimination entre les habitants belges et non belges, mais aussi dans un contexte, en tout cas, où la diversité et la cohésion entre justement tous ces habitants est considérée comme une richesse. Par ailleurs, on voit aussi que c'est une question qui met en avant la représentativité de nos institutions. En effet, une analyse montre que l'électorat, lors des élections 2012, de ces citoyens qui auraient été intégrés représente 30% de l'électorat, ce qui est en fait vraiment très important. Alors, la première question que je voulais vous poser, parce qu'évidemment, c'est une question qui est fédérale, qui relève du fédéral, c'est l'élection régionale. On sait ici que la région a des compétences. La région a des compétences aussi qui concernent les habitants, qui sont proches des habitants, comme pour les communes, que ce soit la mobilité ou que ce soit la propreté publique. Donc mes questions, c'est, premièrement, est-ce que vous avez mis à l'ordre du jour du comité de concertation cette question pour voir comment le fédéral va avancer? Deuxième question, ça concerne la participation à la vie politique de manière générale. Est-ce que... je suis désolée, beaucoup de bruit. Merci. Alors, ma question donc sur la participation à la vie politique de manière générale, c'est d'abord quelles sont les avancées par rapport... Excusez-moi, mais en fait c'est compliqué vraiment de se concentrer. Excusez-moi, mais... Donc, quelles sont les avancées en termes oui, j'espère bien, mais ça ne se voit pas en tout cas, par rapport aux élections communales, pour qu'on puisse avoir une plus grande participation des habitants non belges. Je sais qu'il y a eu des interpellations qui ont été faites à ce sujet-là il y a peu, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de savoir, en effet, ma collègue Barbara Tract l'avait fait, mais de savoir vraiment qu'est-ce que vous mettez en place pour qu'il y ait une véritable amélioration en termes de participation. Mais je ne me limiterai pas à ça, mais aussi quelles sont les mesures que vous prenez pour améliorer la participation de manière globale à la vie politique des habitants non belges. Et on voit qu'il y a des expériences qui existent au niveau européen, notamment par exemple à Grenoble, où on voit qu'on soutient en tout cas cette participation. Je vous remercie. Il y a un élément nouveau, c'est la pétition, mais je pense que vous avez déjà répondu à un certain nombre de questions en commission. Voilà. Oui, c'était d'ailleurs une interpellation introduite par Madame Tract il y a quelques semaines d'ici. Non, mais c'est vrai. Hein. Oui, j'allais m'y référer, mais bon, c'est pas... Alors, j'ai effectivement, comme vous, pu voir dans la presse que cette question du droit de vote
rebondissait notamment sous les réseaux sociaux, l'opinion publique. Enfin, je veux dire, il y a un débat qui a été relancé avec des prises de position individuelles de différents représentants politiques des deux bords linguistiques d'ailleurs. Alors, je ne vous étonnerai pas en disant que le gouvernement bruxellois n'a pas d'opinion en tant que tel sur la question. Maintenant, individuellement, nous avons chacun notre vision des choses. Et donc, je ne vais pas essayer d'écrire ma position sur cette question. Simplement, je peux me référer à ce que Philippe Claus a déposé comme proposition de résolution. Après, c'est une question que vous aurez à débattre. J'imagine elle a été prise en considération, me semble-t-il, que vous aurez à débattre ici au niveau du Parlement. Dire que par rapport à cette question-là, comme vous le savez, elle relève de la compétence du fédéral et de sa compétence exclusive. Alors, si un consensus peut se faire le plus large possible ici au niveau bruxellois pour porter une parole, je pense qu'effectivement, ce serait sans doute une bonne chose. En l'état, le gouvernement n'a pas l'intention de déposer le point au comité de concertation. Je ne pense pas que ce serait d'ailleurs de nature à faire avancer le dossier. Je pense qu'il faut d'abord, entre nous... Non, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être porté par l'ensemble des Bruxellois. Je crois que c'est vraiment ça. Et bon, voilà. Mais dire que le débat est ouvert, je le constate comme vous. Après, on verra tout ça, comment les choses peuvent évoluer positivement. Maintenant, par rapport à l'élection en tant que telle, j'ai présenté ce matin le site Internet qui est maintenant en ligne, qui a été mis en ligne par Bruxelles Pouvoirs Locaux, qui est assez convivial, simple. Vous l'avez vu? Ben voilà. Donc, qui va s'enrichir au fil du temps, bien évidemment. Hein. Il y a encore aujourd'hui des informations qui ne vont pas s'y trouver. Au moment où nous allons commémorer, enfin, au fait de l'Iris, nous allons lancer l'opération aussi de familiarisation avec les nouveaux outils, puisque normalement le parc de Bruxelles devrait voir arriver quelques machines et permettre aux citoyens de pouvoir s'exercer. Après, ce sera le cas dans les 19 communes. Et puis, plus spécifiquement par rapport au droit de vote... Pardon? Non, d'amener... là, il y a toute une série d'actions qui seront menées. On est en train de... C'est ce que j'avais répondu à Mme Trek, de voir à la fois au niveau des pouvoirs publics, mais aussi que un certain nombre d'acteurs associatifs pour faire en sorte de faire émerger cette volonté d'aller au droit de vote quand on en a l'occasion, parce que je pense qu'aujourd'hui, et on le voit bien dans certaines communes, le nombre de personnes de nationalité étrangère présentes devient, je ne vais pas dire quasiment légal, non, mais enfin, on est à parfois des 30%. C'est clair que un mandataire local a besoin de connaître la voix, et la voix se porte aussi au travers de l'élection. C'est ça la démocratie. Donc il faut amener de plus en plus des citoyens européens à exprimer leur droit de vote ici aux élections communales. Et donc nous allons essayer de rendre, encore une fois, porter aussi au niveau des explications, de rassurer sur ce droit de vote qui ne doit pas être considéré comme une perte de droit de vote dans le pays d'origine, comme une obligation jusqu'à la fin des temps, puisque c'est vrai que notre système est un peu différent, d'essayer d'améliorer, enfin, en tout cas de rendre un peu plus convivial le formulaire lui-même, avec un volet explicatif qui sera joint, au travers d'un courrier qui sera adressé. Donc tout ça va se faire. Maintenant, voilà, on ne va pas les prendre par la main, mais en tout cas, essayer de les convaincre d'eux, oui, certainement. Si, en effet, c'est important qu'on puisse avancer sur la question d'abord au niveau régional. Je pense qu'il faut vraiment, et notre groupe, en tout cas, est vraiment demandeur qu'on puisse avancer sur cette question. Maintenant, si on veut vraiment être crédible aussi pour faire avancer cette question, il faut qu'on soit aussi beaucoup plus fort au niveau des communes. Et donc ça, c'est de votre responsabilité. Et en effet, de pouvoir faire une politique ambitieuse au niveau pour les élections communales. Oui, tout à fait. Participation au niveau des élections communales, c'est la responsabilité de la région et pas du fédéral comme pour les élections régionales. Et je pense que si on montre qu'il y a un taux de participation beaucoup plus élevé, et ça, il faut de l'ambition, et on voit que là où il y a eu de l'ambition, il y a eu un meilleur taux de participation. Si on peut montrer ça, on est beaucoup plus fort pour pouvoir faire avancer les élections régionales pour les citoyens ou en tout cas les habitants non belges. Je vous remercie. Merci.
Alors, meneer Delva, je rappelle quand même que les questions d'actualité, ça fait 5 minutes. Questions et réponses, on a un petit peu dépassé aujourd'hui. Que chacun s'en tienne à ce timing. U hebt het woord, meneer Delva. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Meneer de minister, de werkgeversorganisatie VOCA lanceerde deze week het idee om mensen die werken in bedrijven in Brussel en die van buiten Brussel komen en die gehinderd zijn door de grote werven die eraan komen, die vandaag al hier zijn, maar die eraan komen, het Rijgerscomplex, Leopold, Tweetunnel enzovoort, dat die werknemers gedurende 1 maand gratis het openbaar vervoer in Brussel zouden kunnen gebruiken. Waarom doet de werkgeversorganisatie dat voorstel? Omdat we weten dat de files in Brussel gigantisch zijn en ook omdat nogal wat bedrijven het moeilijk hebben om personeel te vinden, omdat nogal wat mensen het niet zien zitten om elke dag naar Brussel te komen. De achterliggende bedoeling van het voorstel is zeker goed. Het is een beetje dezelfde filosofie als een autoloze zondag, namelijk mensen ertoe brengen om na te denken over hun mobiliteit en om te proeven van andere zaken, zoals openbaar vervoer. En dus mijn vraag is eigenlijk heel eenvoudig. Hoe staat de regering tegenover dat voorstel? Is dat een piste dat de moeite waard is? Natuurlijk zijn er bedenkingen bij te maken, want de Brusselaars die elke dag opnieuw het openbaar vervoer gebruiken, ja, die hebben geen maand gratis openbaar vervoer, dus daar kunnen allerhande bedenkingen aan gekoppeld worden. Maar het initiële idee om mensen toe te leiden naar andere vormen van vervoer dan de auto is wel interessant. Daaraan gekoppeld stel ik mij ook de vraag, want de VOCA had het alleen over transitparkings voor auto's, een domein waar we niet veel gepraat hebben in het parlement de laatste jaren, dat zijn de overstapparkings voor fietsers. Nochtans zijn er nogal wat mensen die met de fiets naar Brussel willen komen, maar eigenlijk zich niet in het dagelijkse fietsverkeer durven begeven en die dan hun fiets graag achterlaten op een fietsparking aan de rand van het gewest. En vandaar mijn vraag, hoe staat het daarmee? Tot daar mijn vragen. Beste collega, ik antwoord dus in naam van Pascal Smet, die op zitting is in het buitenland. En dus als ik zeg, bedoel ik Pascal. Niet met mij lachen. Ik ben uiteraard tevreden dat de werkgevers mee nadenken over een betere mobiliteit in onze stad. Ik heb ook regelmatig overleg met de werkgeversorganisaties. Ik ben dan ook bereid om elk constructief voorstel te onderzoeken, maar nieuwe ad hoc initiatieven moeten wel degelijk gekaderd zijn in het globale beleid. Dat de fileproblematiek voor niemand aangenaam is en naast problemen voor de levenskwaliteit, de gezondheid en de veiligheid ook economische problemen veroorzaakt, is uiteraard niet nieuw. Dat de autopendelaar hier een belangrijke factor is uiteraard ook niet nieuw. Daarom dat het gewest zo fors investeert in overstap, parking en openbaar vervoer. Het gewest neemt hiermee zijn verantwoordelijkheid ten volle op voor wat Vlaanderen en Wallonië voor de pendelaars helaas te weinig doet. Ik vernam via de pers ook dat VOCA Metropolitan het idee lanceerde om gratis openbaar vervoer aan te bieden aan automobilisten die gebruik maken van overstapparkings. De voorzitter voegde er zelfs aan toe dat hij steeds vaker van mensen in bedrijven hoorde: ik heb het openbaar vervoer eens geprobeerd en dat viel goed mee, ik ga het nog doen. Ik wil dit dus bekijken, zegt collega Smet, maar ik wil toch benadrukken dat het Brussels gewest meer dan ooit haar verantwoordelijkheid opneemt met betrekking tot investeringen in infrastructuur en openbaar vervoer, maar ook, en dit in tegenstelling tot de andere vervoermaatschappijen, door het aanbieden van openbaar vervoer van hoge kwaliteit tegen zeer redelijke faire tarieven. Het tariefplan is ook zeer gevarieerd met een groot aanbod aan sociale tarieven. De verschillende overheden in dit land besteden al veel belastingsgeld aan de autopendelaars, onder andere ook jaarlijks meer dan 4,1 miljard aan bedrijfswagens. De vraag is nu of de Brusselse belastingbetaler naast de investeringen in infrastructuur ook moet opdraaien om het openbaar vervoer voor de autopendelaars gratis te maken. En ik denk eerlijk gezegd, zegt Pascal Smet, dat een maandabonnement van slechts €49 voor pendelaars wel degelijk tot de aftrekbare bedrijfskosten van de werkgever behoren. Dit past trouwens ook in de uitvoering van de nieuwe regelgeving over bedrijfsvervoerplannen. En dan zeggen we daar iets meer over. Met name die Brusselse bedrijven met minimum 100 werknemers en een vloot van 10 wagens.
Het klopt dat de nieuwe regelgeving in voege ging dit jaar. Vanaf 31 januari zouden alle bedrijven die onder deze regelgeving vallen hun bedrijfsvervoersplan moeten hebben ingediend bij Leefmilieu Brussel. De nieuwe bepalingen met betrekking tot de alternatieven die dienen vervolgens operationeel te zijn per 31 december 2018. Vandaag reeds deze nieuwe regelgeving evalueren is dus nog een beetje te vroeg, om niet te zeggen moeilijk of onmogelijk. Ik moet daar even tijd laten overgaan om dat te kunnen doen. Een woordje over de begeleidende maatregelen door de verschillende openbaar vervoersmaatschappijen, MIVB, De Lijn, Tekken en BS, tijdens grote werken. Er is hierover in het kader van de werken aan de Leopold II-tunnel permanent overleg met de 4 vervoermaatschappijen. Ik zal dit thema ook agenderen op een volgende bijeenkomst van het ECMM, het executief comité van de ministers van Mobiliteit. Er zullen dus wel degelijk begeleidende maatregelen worden genomen. Ik kan er zelfs aan toevoegen dat we er nog over gesproken hebben, maar dat zeg ik dan zelf. In de regering niet langer dan vorige donderdag, met het verzoek ook een protocol te sluiten met Vlaanderen in deze. Zeker voor wat betreft de moeilijke maanden die de vakantiemaanden zullen zijn in de komende jaren, wanneer de Leopold II-tunnel gesloten wordt voor renovatie. Even doordenkend op wat VOCA Metropolitan zei. Metropolitan. Het zou misschien tof zijn mocht VOCA Metropolitan zorgen dat er een akkoord komt met Vlaanderen om zo goed als mogelijk die moeilijke maanden die we gaan hebben, de Vlaamse pendelaar die via de Keizer Karelaan en een tunnel moet gaan, zo goed als mogelijk te begeleiden om het openbaar vervoer te nemen. Dat zou fijn zijn van VOCA Metropolitan. En ik zou u willen voorstellen de laatste 2 vragen die niet onmiddellijk actualiteitsgebonden zijn opnieuw te stellen voor een bespreking in de commissie, waar de minister de gevraagde stand van zaken kan geven. Ja, dank u meneer de minister. Voor eerst, het klopt natuurlijk absoluut dat ons gewest zijn verantwoordelijkheid helemaal neemt wat de overstapparkings betreft. Helaas doen de andere gewesten dat niet. Het staat ook niet in het regeerakkoord. Dat is vreselijk en ik hoop dat we in 2019 ieder in onze respectievelijke partijen daarvoor gaan ijveren, dat dat deze keer wel terechtkomt in het regeerakkoord in het Vlaams gewest en ook in het Waals gewest. Los daarvan vond ik het eigenlijk het voorstellen van VOCA Metropolitan. Ik weet niet of het zomaar toepasbaar is, maar ik vond het interessant omdat het werknemers wel actief laat nadenken over een andere manier van vervoer. Wie dat moet financieren, ik begrijp de redenering die u voorleest en ik denk dat u die ook deelt, die mening met Pascal Smet. Wie financiert het? Diegene waar dat hem werkt of diegene van waar hij woont? Ja, maar ik vind het een terechte vraag. Dus het gaat over de financiering, maar het idee op zich vind ik niet oninteressant. Dus dat ik even wat meegeven. En dan het feit dat mijn 2 laatste vragen inderdaad iets minder actualiteitsgebonden zijn. Geen probleem, ik stel die in commissie. Maar dan natuurlijk, VOCA Metropolitan, het is niet aan VOCA Metropolitan om ervoor te... zij kunnen het wat faciliteren, maar het gaat vooral de respectievelijke ministers van mobiliteit zijn in Vlaanderen en in Brussel die ervoor gaan moeten zorgen, samen, dat de hinder, onder andere voor de werken van de Leopold II, dat die zo minimaal mogelijk zullen zijn. En dus ik denk, we kijken naar VOCA Metropolitan, maar laten we op dat vlak in de eerste plaats naar onszelf kijken. Dank u wel. Bedankt, meneer Delva. Madame Frémaux. Vous serez dispensé de la dernière question, Madame Moreau l'a retirée. Alors, Madame El Bakri. Bonjour Madame la Ministre. Je voulais vous interpeller sur l'incendie violent qui a eu lieu lundi matin dans un logement social dans le quartier des Marolles, rue Haute. Un incendie qui, heureusement, aucune victime n'a été déplorée. Un incendie dont on attend encore les résultats de l'enquête pour connaître exactement les causes de l'incendie. Mais un incendie qui a aussi mis en lumière l'insalubrité des logements. Et en attendant, les familles sont sous le choc. Il y a des appartements qui sont totalement en ruine, des familles qui ont été relogées sous le choc de l'incendie. Non, parce que vous avez parlé de logements insalubres. Oui, effectivement, c'est pour ça et je vais en venir. Oui. Parce que l'incendie a mis en lumière l'insalubrité de ces logements. Pourquoi? Parce que justement, avec le PTB, on s'est rendu sur place, on a rencontré
plusieurs locataires, plusieurs habitants qui s'interrogent et qui témoignent des conditions de vie dans lesquelles ils vivent. Donc des installations électriques vétustes, des câbles mal isolés, des problèmes d'humidité, des locataires qui nous disent même avoir reçu comme directive du logement bruxellois d'éviter d'utiliser deux ou trois appareils électriques en même temps sous peine de subir un court-circuit. Et donc, j'ai plusieurs questions. Premièrement, sur les solutions de relogement en tant que telles, des solutions de relogement sur le long terme, parce qu'on sait qu'il y a certaines familles qui sont relogées pour une période déterminée dans des hôtels, mais sur le long terme, quelles sont les solutions de relogement? Une question aussi sur les détecteurs incendie. Donc, en juillet 2017, on savait que 68 logements, dans 68 logements du logement bruxellois, les détecteurs incendie n'étaient pas aux normes, n'avaient pas été vérifiés, et dans 270 dans le foyer Lacquenois. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que la situation a évolué? Est-ce que vous pouvez aussi nous éclaircir sur l'état de salubrité dans ces logements, l'état des installations de gaz, d'électricité, de chauffage, etc. Et alors, sur les attestations de contrôle, sont-elles conformes ou pas? Mais aussi sur les plans d'évacuation en cas d'incendie et sur les exercices d'évacuation dans les logements. Donc, plusieurs locataires nous disaient qu'il n'y avait en fait pas d'exercice d'évacuation régulier, annuel ou quoi. Et donc, là aussi, je voudrais savoir si les règles en termes de sécurité sont respectées et s'il y a un contrôle sur celles-ci. Je vous remercie. Madame la ministre. Je vous remercie, Madame El Bakri. Effectivement, la cause de l'incendie n'est pas encore connue. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez certainement entendu parler du fait que le parquet avait décidé d'ouvrir une enquête puisque l'hypothèse de la piste criminelle n'est absolument pas exclue. Alors j'ai appris très rapidement l'incendie et mon cabinet s'est immédiatement mis en rapport avec la SLRB vraiment dans l'heure qui a suivi et avec le foyer, donc c'est-à-dire la direction du logement bruxellois. Alors, moi, j'ai reçu toute une série d'informations qui ne sont pas du tout celles que vous avez, notamment au niveau des chiffres. Donc, je voudrais juste savoir d'où viennent vos chiffres, parce que vous parlez de logements qui n'étaient pas en ordre en juillet 2017, 68 pour le logement bruxellois, 270 pour le foyer Lacquenois. Pour les détecteurs d'incendie, oui, c'était juste une question qui avait été posée, une question écrite. Écrite, d'accord. C'était en juillet, en tout cas, en juillet 2017. Donc, juste, moi, j'ai les informations de la CISP qui me disent que tous les logements concernés ont bien un détecteur incendie par rapport à ce qui s'est passé évidemment lundi, que les installations électriques sont conformes à la norme au moment de la construction du bâtiment et que depuis 2012... On entend mal la ministre. Depuis 2012, les installations électriques sont systématiquement remises aux normes actuelles dès qu'il y a un turnover dans la location. Donc il y a bien un plan de mise à jour qui est opéré systématiquement. Par rapport au relogement, un contact individuel a tout de suite été pris entre la CISP et les locataires concernés pour évaluer les possibilités de relogement alternatif. Il y a un couple plus âgé qui a souhaité être relogé chez ses enfants. La famille de 6 personnes où s'est déroulé l'incendie est pris en charge par la rassurance et il y a des ménages qui doivent être relogés. Je vais vous donner l'état de la situation au niveau de l'immeuble. L'appartement 5e étage est dévasté, l'enquête est en cours. Appartements du 1er au 4e sont inoccupables des suites de l'extinction de l'incendie et de la rupture de canalisation de chauffage. 6 et 7 sont inhabitables et 8 et 12 peuvent être réintégrés. Et le département du logement bruxellois a directement pris contact aussi avec des hôtels pour reloger les personnes quand c'était nécessaire dans les heures qui ont suivi. Donc aujourd'hui, ce vendredi, le logement bruxellois a fait des propositions de relogement définitif à l'ensemble des locataires dont le logement était inoccupable. Alors par rapport aux alarmes incendie, je suis un peu étonnée de vos chiffres parce que voilà ceux que j'ai de la SLRB. Aujourd'hui, et ça va dans le même sens que ce que je vous ai répondu, je pense que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, 12 logements du logement bruxellois sur 3878 et 66 du Lacquenois sur 3477 doivent faire l'objet d'un remplacement d'alarme incendie. Et comme ce que je vous ai répondu pour le foyer Scarbécois, c'est chaque fois systématiquement les personnes qui ont été sollicitées et les locataires n'ont pas ouvert la porte pour le remplacement ou l'installation de ce détecteur, ce qui ne permet pas à la CISP de pouvoir intervenir. Donc 66
66 sur 3477 et 12 sur 3878. Et encore un recommandé qui est reparti par rapport, donc c'est toujours la même situation. On vient, on sonne, ça fonctionne chez la plupart des gens et il y a toute une série infimes de personnes qui, eux, ne n'ouvrent jamais ou ne répondent pas aux sollicitations. Alors, par rapport à l'immeuble concerné, sachez qu'il disposait de sorties de secours, d'escaliers de secours qui étaient directement reliés au logement en question. Les sites ne sont pas tenus d'organiser effectivement une formation, mais suite à ce qui s'est passé à Scarbeck, j'ai initié une demande particulière de lancement de campagne de sensibilisation avec le CIAMU qui est en train de finaliser maintenant, avec tout un dépliant qui va être donné en collaboration avec toutes les parties, c'est les PCS, le CIAMU, le syndicat des locataires, la FEBUL et les COCOLO. Et par ailleurs, il y a une autre mesure qui est en cours, puisque j'ai demandé à la SLRB de confier au CIAMU la réalisation d'enquêtes sur ce qu'on appelle les hauts tours de plus de 25 mètres de haut pour vérifier la conformité des équipements. Donc voilà, tout est enclenché au niveau des détecteurs d'incendie. Je vous dis ce qu'il reste au niveau des chiffres aujourd'hui. C'est lié à des personnes locataires qui n'ouvrent pas les portes. Et donc nous tentons évidemment le mieux possible avec les SIS de faire en sorte qu'ils puissent accéder à ces détecteurs et que tout soit en ordre au niveau de leur logement. Je vous remercie. Alors, je suis rassurée d'entendre qu'en tout cas, ça avance au niveau des détecteurs incendie parce que, effectivement, on l'avait vu avec le foyer Scarbeck, ça peut mener des conséquences mortelles et quand ça peut être évité, il faut que tout soit mis en œuvre. Oui, je me pose sincèrement la question sur les exercices d'évacuation dans des logements qui sont si grands, en fait, enfin, dans des bâtiments qui sont si grands. Je pense que là, on parle quand même de 24 appartements dans une seule tour, donc c'est pas rien. Et dans toute une série voilà, de lieux professionnels, etc., les exercices sont obligatoires au moins une fois par an. Donc, effectivement, le faire dans les logements sociaux, je pense que c'est pas un détail. Après, je m'étonne... Voilà. Je m'étonne sur l'aspect, vous me parlez sur l'aspect de la conformité des installations électriques, quand vous dites que depuis 2012, elles sont revues systématiquement. Mais alors, ça pose peut-être question qu'il y a certains logements qui sont occupés depuis bien avant 2012, parce que quand on voit sur place des câbles électriques bric-broc qui sont même pas bien isolés, ça pose question alors de savoir est-ce que même pour ne pas devoir attendre qu'il y ait un déménagement, qu'une famille change de logement pour les remplacer, parce que si des familles restent encore 10 ans dans les logements, ça veut dire qu'alors on doit encore attendre 10 ans pour que les câbles électriques soient mis à conformité. Ça me semble quand même le minimum syndical qui soit remis. Ils sont conformes à la norme, hein. Ça je vous le dis. Oui. Et donc à un certain moment, les installations électriques, on change aussi. Il y a un travail qui est opéré. C'est pas comme si tout était laissé comme ça. Oui, enfin, on se rappelle du débat qu'on a eu justement en commission sur la norme et les conditions de vie dans les logements de foyers scarbécois. Et la question, c'est de savoir alors qu'est-ce qu'on entend par norme, parce que je pense qu'aucun d'entre nous voudrait vivre dans les logements, en tout cas que moi j'ai vus dans ces bâtiments rue Haute, ni dans le foyer scarbécois. Je vous remercie. Alors, mevrouw Van Achter. Mevrouw Van Achter, de stand van zaken van het overleg met Vlaanderen betreffende de Rink. Dank u. Dag minister-president. Dit weekend las ik in De Zwaar een artikel over het gebrek aan overleg tussen Vlaanderen en Brussel in het kader van de optimalisering van de Ring. En u kwam daar ook aan het woord en u zei dat Vlaanderen en de werkvernootschap, het vehikel dat dit project trekt in Vlaanderen, zonder consultatie de vlucht vooruit nemen en dat de Brusselse regering vragende partij is om meer overleg vanuit de Vlaamse administratie. Ik was nogal verrast door uw standpunt, omdat ik weet dat minister Wijts en de werkvernootschap absoluut vragende partij zijn om over dit project samen te zitten. En de werkvernootschap wil inzetten op participatie met alle betrokken overheden. Ze zit samen met Stad Brussel, met Jette. Dat zijn de gemeenten die natuurlijk rechtstreeks betrokken zijn, gelet op hun grens aan de Ring. Zij willen ook de plannen komen toelichten hier in het parlement, de werkvernootschap. Ze zijn daar ook vragende partij voor. En ook zitten zij samen, wordt de Brusselse administratie uitgenodigd en heeft ze ook de vraag gesteld om de plannen verder toe te lichten aan u en minister Frémaux. Nu, het gaat natuurlijk voor een belangrijk project ook voor ons Brusselaars.
Als lokaal en doorgaand verkeer rond Brussel kunnen gescheiden worden, is dat niet alleen goed voor de verkeersveiligheid, minder accidenten, maar kan ook een soort van lokale ring voor Brussel maken, dat het verkeer in plaats van door Brussel, rond Brussel kan sturen, natuurlijk beter is. Het project voorziet ook 40 kilometer fietspaden en 60 kilometer nieuwe tramlijnen die een betere omsluiting van Brussel mogelijk maken. Mijn vraag, minister-president. Hoe staat u tegenover de vraag van Vlaanderen om verder te overleggen in dit dossier? Wanneer denkt u een standpunt te kunnen innemen binnen uw regering? En hoe vaak hebben al uw betrokken administraties, ik denk aan Mobiel Brussel en Perspectief Brussels, samengezeten met de werkvernootschap en welk mandaat hebben ze om deel te nemen aan deze vergaderingen? Ik dank u wel, minister-president, voor uw antwoorden. Ja, dank u. Ik kan u hierbij de volgende elementen van antwoord verstrekken. U vraagt mij welk officieel standpunt mijn regering inneemt over de ring en welke strategie zij in dat verband hanteert. De zaken zijn duidelijk, althans aan Brusselse kant. Er is geen officiële Brusselse beslissing over een welomschreven project voor de heraanleg van de ring, maar mijn regering... Mijn regering heeft haar standpunt verwoord in het meerderheidsakkoord van 2014 en dat standpunt komt neer op het volgende. Elk project voor de inrichting van de ring moet tegemoetkomen aan de Brusselse doelstellingen, eerst en vooral op het vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit uiteraard. Zo moet het aantal ongevallen aanzienlijk naar omlaag en moet de verkeersdruk in Brussel verminderen. Maar ook op het vlak van leefmilieu. Zo is het nodig om de Brusselse milieuverbintenissen na te leven en ervoor te zorgen dat de overlast van mobiliteit voor de volksgezondheid te doen afnemen. En tot slot ook op economisch vlak. Daarbij moet onder meer bijzondere aandacht uitgaan naar de bereikbaarheid van het gewest. Over de strategie en de contacten tussen de gewesten kan ik u de volgende zeggen. Mijn regering heeft bij het begin van deze legislatuur overleg opgestart met het Vlaams gewest. Dat was zo bepaald in het meerderheidsakkoord. We hebben er van meet af aan naar gestreefd om de verschillende mobiliteitsprojecten voor Brussel en Vlaams-Brabant, bijvoorbeeld de plannen van de lijn voor een Brabantnet en het fietsgen, gedreven aan te pakken en samen met Vlaanderen een gemeenschappelijke visie uit te werken in het belang van het grootstedelijk gebied. We moeten echt vaststellen dat die gemeenschappelijke visie er niet is, of nog niet in elk geval. Er zijn ook een paar punten die we onder de loep moeten nemen op het vlak van openbaar vervoer. Bijvoorbeeld, zo stuurt Brussel er in zijn investeringsplan van MIVB op aan om intergewestelijke tramlijnen uit te breiden, terwijl Vlaanderen er de voorkeur aan geeft slechts een tramlijn te houden en andere lijnen te laten bedienen door bussen. Maar ook in verband met de overstapparking is nog werk aan de winkel. Brussel heeft duidelijke keuze gemaakt, daar een aantal plaatsen voor opgesteld. En in Vlaanderen blijkt dat echter ingewikkelder te zijn. Tot slot moeten we ook op het gebied van werkmethoden ontegensprekelijk nog vooruitgang boeken. Zo heeft Vlaanderen buiten het overlegkader met Brussel een publiek-rechtelijke NV, de werkvernootschap, opgericht als enige opdrachtgever voor zijn studies en openbare werken. En dat terwijl de twee gewesten maar in een goede verstandhouding kunnen samenwerken, wanneer zij dergelijke projecten beschouwen als gemeenschappelijk en zij daar samen hun schouders onder zetten. In Vlaams-Brabant heeft de werkvernootschap al studies opgestart rond de plannen voor de Ring Noord, het Brabantnet, dat is dus openbaar vervoer, en het fietsgen, en dat los van de lopende overleg tussen de gewesten. Die organisatie ligt trouwens aan de basis van de vergadering met de gemeente Jette. Op uw vraag of de Brusselse administraties die aan die vergaderingen deelnamen een mandaat gekregen hebben, kan ik u antwoorden dat hen geen mandaat verleend werd en om een formeel standpunt in te nemen. Daarvoor is een officiële beslissing van de regering over het project nodig. En zoals ik reeds in de inleiding heb aangegeven, is er op dit moment daarover geen beslissing. Het is echter niet meer dan normaal dat de administraties het dossier opvolgen
door aanwezig te zijn op de vergaderingen en dat zij de plannen voor de ring blijven onderzoeken. De volgende stappen, overleg, altijd overleg, totdat we uitkomen op een gemeenschappelijk project dat de belangen van de twee gewesten dient, de mobiliteitssituatie verbetert en voldoet aan de doelstellingen die ik in de inleiding van mijn antwoord uiteengezet heb. De Vlaamse regering denkt daar net zo over en dus we doen verder. Dank u wel, minister-president. U heeft ook al uw bezwaren gezegd. Ik ga niet ingaan over de inhoud. Ik kan wel zeggen voor die park-and-rides gegevens dat ik nu toch al een paar keer hoor. Ik heb daarnet nog de bevestiging gekregen dat Vlaanderen wel degelijk met een studie daarvoor bezig is, ook al zit dat niet in het regeerakkoord. Dus ik denk niet dat er daar een slechte wil is om daarop voor te gaan. Ik denk dat er zelf een ambitieus plan wel naar voren gaat komen. Dus dat zal één zorg van u minder moeten worden. Maar u heeft op het einde geantwoord. U heeft verwezen naar uw regeerakkoord. Dat kennen we natuurlijk allemaal al heel lang. We staan ondertussen 4 jaar verder. En nu moet je dan natuurlijk zien, past dat in uw regeerakkoord of niet? En daarvoor moet u natuurlijk een beslissing nemen binnen uw regering. Ook een mandaat geven, denk ik, toch aan uw administraties, zodat ze niet gewoon alleen aanwezig kunnen zijn, maar ook kunnen deelnemen aan de debatten met de werkvernootschap. Je kunt niet enerzijds zeggen van Vlaanderen organiseert zich voor de werken van de ring. Ze nodigt ons uit, maar we mogen dan onze mond niet open doen omdat we geen mandaat geven aan onze administraties. Ik denk dat dat een beetje contradictorisch is. Dus minister, ik raad u aan om geen struisvogelpolitiek te doen, maar echte beslissingen te nemen en vooruitgang en echt in overleg te gaan, zodat dit dossier voor iedereen een win-win kan worden. Dank u wel. Voilà. Alors, Monsieur Van Guatsenhoven. Monsieur Van Guatsenhoven, venez-nous parler des NAC et des reptiles en particulier. Voilà. La presse d'aujourd'hui et de hier d'ailleurs mentionnait qu'un nouvel établissement s'était ouvert à Bruxelles, spécialisé donc dans le commerce des nouveaux animaux de compagnie, à savoir reptiles divers, arachnides, et, mygales et autres. Et donc voilà, c'est sans doute, comment pourrais-je dire, un secteur qui connaît une certaine mode, mais la question qui nous vient à l'esprit au regard de cette information, c'est que nous avons également appris que l'initiative bénéficiait du soutien de la SRIB à hauteur de 60 000 €. Est-ce que ce secteur donc, de la vente des nouveaux animaux de compagnie et a fortiori des reptiles et autres mygales est un secteur porteur à Bruxelles? Est-il effectivement porteur d'emploi et de dynamisme économique? On peut se poser la question et être un petit peu interpellé par la chose, d'autant qu'il nous semblait qu'au travers des initiatives prises par votre collègue de Batz, il était évidemment question au nom du bien-être animal d'éviter donc la commercialisation de ces animaux qui, on le sait, sont régulièrement abandonnés. Les refuges bruxellois en sont envahis, sans évidemment qu'il soit possible de donner donc un destin à ces animaux dont le biotope s'éloigne très fortement de l'environnement bruxellois, vous en conviendrez. Bref, cela pose une question sur la motivation économique d'un soutien de ce genre et aussi évidemment de la cohérence que cela tient avec les initiatives en faveur du bien-être animal dans notre région de Bruxelles-Capitale, alors qu'il a été dit effectivement que nous étions particulièrement attentifs à cela et bien entendu, vous en conviendrez, les serpents, les lézards et les mygales ne sont pas, enfin du moins je l'espère, un secteur d'avenir et de développement dans notre bonne région de Bruxelles. Monsieur le Président, Monsieur le ministre. Je me réjouis de voir que, d'une manière générale, la classe politique s'intéresse aux reptiles. Il y a tellement d'animaux de sang-froid ici. Elle qui privilégie avec excellence le caméléon. Je ne suis pas sûr que ce soit un secteur politique d'avenir, mais c'est un secteur économique. Il s'agit de l'initiative d'une personne
qui a envie d'être entrepreneur, ce qui est quand même le mythe de la réalisation chez certains, et qui a souhaité créer son propre commerce pour, c'est vrai, rencontrer un besoin certes de niche, mais néanmoins réel. Il ne faut pas de la craindre que demain il y ait des manifestations de 100 millions d'arachnides sur nos boulevards. Je pense qu'il n'y a que le président de cette Assemblée qui rêve à cette hypothèse, lui qui est très attentif à ces bêtes vélues à multiples pattes. Et donc il s'agit, oui, d'un prêt de Brussoc, pour un jeune qui a voulu créer son entreprise. Un prêt sur 5 ans, assorti d'ailleurs d'un taux d'intérêt de 4%, ce qui montre que le risque est relativement minime. Oui, c'est cher, me dirait peut-être Monsieur De Bock. Et qui a permis la création de 2 emplois. De 2 emplois, plus d'un vétérinaire qui vient tous les jours vérifier évidemment l'état de ces reptiles, de ces arachnides, de ces tortues et autres, qui d'ailleurs sont toutes pucées. Toutes pucées. Parce que si vous les retrouvez chez vous, demain, M. Van Guatsenoeven, vous pourrez interpeller directement M. Sergulin en disant « Qu'est-ce que cette tortue fait chez moi ?» Donc rassurez-vous, je pense que nous ne sommes pas ici en face d'un phénomène de masse qui risque d'encombrer nos rues, nos boulevards. Il s'agit simplement d'une initiative privée qui répond à un besoin de niche et chacun appréciera le plaisir d'avoir un reptile, une arachnée chez lui. Voilà. Mais en tout cas, ça crée une activité économique. Ça crée une activité économique et ça crée de l'emploi. Ben, ma foi, pourquoi pas? Laissons vivre l'entreprise, M. Van Guatsenoeven. Bien, merci. Bien, écoutez, je pense que les associations de protection des animaux seront ravies de vous entendre. D'ailleurs, je déplore que la ministre n'ait pas pu répondre également à ce volet de ma question. Croyez-moi qu'il y a déjà eu des réactions, parce que ces gens qui, peut-être qu'on trouve ça effectivement assez amusant, mais qui consacrent leur temps au bien-être des animaux, ont constaté qu'ils étaient débordés par ces nouveaux animaux de compagnie, qu'il était ensuite bien difficile de replacer dans des institutions qui pouvaient en prendre soin. Ce sont des animaux peu adaptés évidemment à nos climats, qui posent évidemment un certain nombre de problèmes. Puis il y a aussi le respect du vivant. Je pense que des animaux, fussent-ils relativement, comment pourrais-je dire, étranges, méritent néanmoins le respect. Et dans une assemblée où on a interdit le foie gras, on aurait peut-être aussi avoir un petit peu d'intérêt effectivement pour ces créatures qui demain, d'une façon ou d'une autre, pourront également être dans des mains qui ne sont pas opportunes. Et donc le développement de ce commerce en région bruxelloise pose des questions éthiques également. Évidemment, les gens qui ne sont pas sensibles au bien-être des animaux peuvent trouver ça amusant, mais je pense très sincèrement que les associations ont déjà montré effectivement leur émotion et s'interrogent sur notre capacité à avoir un minimum d'intérêt également pour cette part du vivant. Mais Monsieur Van Guatsenoeven, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison, puisque ce commerce s'exerce dans un cadre légal qui est fixé par le fédéral. Vous avez parfaitement raison. Et donc, je pense que votre combat devrait aller vers le ministre compétent pour interdire effectivement le commerce de ces animaux. Et dès lors, évidemment, ce commerce serait réglementé autrement. Et donc, votre croisade est salutaire. Prenez la bonne chair. Je peux répliquer. Je prendrai la bonne chair, mais il n'est pas nécessaire d'encourager cette filière à Bruxelles. Et donc voilà. Mais encore une fois, je constate le peu d'empathie que vous avez à l'égard de ces créatures. Monsieur Gozouin connaît bien, Monsieur Gozouin.
aux étangs Mellarts, l'invasion des cistudes de Floride. Vous connaissez ça, hein? Oui, c'est les tortues de Floride. Ouais. Alors, oui, je sais. Alors, meneer Verstraat. Meneer Verstraat. Gevolgen van de stopzetting van het Eurostadium-project. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de minister-president en beste collega's. Dat is lang geleden, hè? Ja, dat is te lang geleden. We vernemen deze week in Brus, onder andere, dat NEO een aanvraag heeft ingediend, of eigenlijk de bouwpromotoren voor het NEO-project een aanvraag hebben ingediend voor een nieuwe verbindingsweg tussen de A12 en toekomstige NEO-site, dwars doorheen het Ossegempark. En nu is het opmerkelijk dat de verantwoordelijke die de Brusselse regering heeft aangeduid voor dat project, meneer Dineur, zegt ja, dat is eigenlijk niet nodig, want het Eurostadion-project dat komt er niet meer, dus die verbindingsweg dat is eigenlijk niet nodig. En wij roepen de bevolking op om daar tegen te protesteren, want wij gaan dat zelf met NEO ook doen. En dat is wel opmerkelijk, want die bouwpromotor werkt in opdracht van NEO. En dus de eerste vraag hier is, wat is nu eigenlijk het standpunt van de regering? Moet voor de regering deze verbindingsweg er komen, of is die inderdaad niet aan de orde en kunnen we nu definitief bevestigen dat die er niet zal komen? Ten tweede, hoe is het mogelijk dat een vertegenwoordiger van het NEO-project zelf oproept om te protesteren tegen onderdelen van het NEO-project dat in zijn opdracht wordt georganiseerd? Hoe is het mogelijk dat er geen betere afstemming is? En de problemen zijn daarboven ontstaan doordat er een conflict is met een ander project, een opdracht van dezelfde regering, dezelfde stad Brussel, zijn het Eurostadion-project. Hoe is het mogelijk dat er zo weinig afstemming is en wat voorziet u om in de toekomst voor een betere samenwerking te zorgen? En tenslotte, er is inderdaad nieuws dat het Eurostadion er niet komt. Welke gevolgen heeft dat voor het NEO-project in zijn geheel? Wat betekent dat specifiek voor de verbindingsweg die voorzien was aan het noorden van de site? Gaat die gewoon door zoals voorzien? Bedankt alvast om dat te verhelderen. Ja, dus naar aanleiding van de effectenstudie voor NEO 1 zijn meerdere alternatieven onderzocht met het oog op een optimale aansluiting van de IJsselvlakte op de ring. Een verbindingsweg van 2x2 rijstroken voor het logistiek verkeer en de bezoeker is een voorwaarde sine qua non om de omliggende wijken te ontlasten en ervoor te zorgen dat ze niet lasten zouden dragen van het bijkomend verkeer dat het gevolg is van de nieuwe ontwikkelingen. Zo luidt de conclusie van alle effectenstudies die zijn uitgevoerd. Ik deel uiteraard de mening van meneer Dineur over het feit dat het alternatief door het Ossegempark allesbehalve ernstig is. Het meest geloofwaardige alternatief blijft de verbinding van de IJsselvlakte met de A12 langs het noorden. De uitvoering van dit alternatief vereist een aanpassing van de voorziene mobiliteitsprojecten, maar deze hoeven zeker niet opgegeven te worden. De verschillende dragers van het project zijn uiteraard alle rond de tafel gebracht om eventuele aanpassingen te bespreken. Wij rekenen echter in de eerste plaats op de verbindingsweg naar parking C, waarvoor de stedenbouwkundige vergunningen al zijn uitgereikt, zeker gelet op de nieuwe situatie rond het Eurostadion-dossier. Ja, dank u wel. Dank u wel, meneer de minister. Ik begrijp uit uw antwoord dat u bevestigt dat de alternatieve verbindingsweg, zogezegd doorheen het Ossegempark, geen zin heeft, dat ook de regering dat niet ziet zitten. En dat is een geruststelling, dat is evident, dat lijkt evident ook voor de bevolking. Blijft natuurlijk wel een beetje absurd dat de bouwpromotor die in opdracht werkt van de regering met dat voorstel komt en dat het niet vroeger kan afgesproken worden of afgestemd worden dan in het kader van een openbaar onderzoek waar dat dan de vertegenwoordigers van de regering zelf in beroep gaan of protest gaan aantekenen tegen het eigen project. Ik denk dat dat toch beter zou moeten kunnen. Ik denk dat de regering hier niet de indruk wekt dat ze aan het stuur zit van dat project, maar de bouwpromotor wel. En ik denk dat dat een probleem is. Ik denk dat is ook zo geweest bij het Eurostadion-project, waar we zagen dat twee projecten in opdracht van dezelfde regering elkaar stokken in de wielen steken.
ik denk dat dat slecht is voor de geloofwaardigheid van de regering en dat dat moet veranderen. Ik heb u niet gehoord over wat u concreet gaat voorzien om ervoor te zorgen dat dat niet meer gaat gebeuren in de toekomst. Het is toch onvoorstelbaar dat wie dat werkt in opdracht van de regering dingen doet waar dat u zelf helemaal niet achter staat en dat u dan in het kader van een openbaar onderzoek daar dan zelf tegen moet gaan protesteren. Dat houdt toch geen steek? Dat moet toch te voorkomen zijn? En op dat vlak heb ik niks gehoord van u. De regeringsvertegenwoordigers heeft genoemd bij de NEO-project. Dus dat zal dus niet het geval zijn. Dat kan niet gebeuren. Dus ik begrijp dat u daarmee zegt, de regeringsvertegenwoordigers zullen ervoor zorgen dat dat nooit uitgevoerd wordt? Die gaan het standpunt van de regering verdedigen. Maar toch denk ik dat er moet iets voorzien worden in de toekomst om te vermijden dat bouwpromotoren projecten indienen in opdracht eigenlijk van de regering, waar dat de regering helemaal niet achter staat. Dat is gewoon een absurditeit die eruit moet. Maar ik zou er graag nog op terugkeren in het kader van de commissie, want ik denk dat het hoe dan ook tijd is om het NEO-project in zijn geheel met de veranderingen die er nu zijn bij het Eurostadion en met de veranderingen die er zijn, bijvoorbeeld ik denk aan het nieuws over de dalende bezoekers voor winkels in het algemeen door de opkomst van online verkoop. Ik vraag me af of het geen tijd is om het NEO-project in zijn geheel nog eens goed tegen het licht te houden vooraleer we daar naar een vergunningsverleningsprocedure gaan. Dus we komen daar zeker nog op terug. Voilà, nous sommes au bout de nos questions d'actualité. J'ouvre rapidement la séance de notre commission réunie. Dus ik verklaar de vergadering van onze gemeenschappelijke gemeenschapscommissie geopend. Alors, j'ai un certain nombre de communications. Het Regenhof bezorgde zijn antwoord op de brief van meneer Verstraat in de zaak informatierechten van de parlementsleden. Dat is verwezen naar de Verenigde Commissie voor de Gezondheid en Sociale Zaken. Alors, le collège a déposé le projet d'ordonnance qui porte assentiment donc, de l'accord de coopération. Ça concerne les modifications apportées à la réglementation relative aux allocations familiales. Et alors, nous avons également comme projet d'ordonnance, nous avons un projet autorisant l'Office bicommunautaire de la santé enzovoort, à participer au régime de pension instauré par la loi, c'est une loi de 58 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes, et c'est renvoyé à la commission réunie aussi. Ten tweede hebben wij een ontwerp van ordonnantie betreffende de Meneer de voorzitter, excuseer. Meneer de de... voorzitter, ik heb iets niet begrepen wat u net heeft voorgelezen. Quelque chose concernant les allocations familiales, vous avez dit, mais je n'ai pas compris ce que vous avez dit. We gingen er nogal snel over in het Frans. Is het mogelijk om dat te herhalen? In het Nederlands, hè, dat is het ontwerp van ordonnantie waarbij de bicommunautaire dienst voor gezondheid gemachtigd wordt om deel te nemen aan het pensioenstelsel ingesteld door de wet van april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbare nut alsmede van hun rechthebbenden. Ça, c'est une première. Et, u spreekt van de andere. Dus dat is het ontwerp van ordonnantie. Houden in stemming met het samenwerkingsakkoord tussen verschillende beleidsniveaus, gewesten, gemeenschappen enzovoort, betreffende de aan de kinderbijslagregeling aan te brengen wijzigingen, ingediend door het Verenigd College. Maar dat heeft niets te maken met de grond van de zaak, hè. Dus dat is iets anders. Bon. Alors, vous avez entendu, il y a un projet aussi relatif à l'aide d'urgence et l'insertion des personnes sans abri, hein, qui est déposé. Dus over de inschakeling van de daklozen en de noodhulp aan die personen. Ok, c'est envoyé à la Commission des affaires sociales. Voilà, alors nous allons pouvoir procéder au vote. On n'a plus rien pour le BICO, hein. Alors, on sonne.
fait dans cette maison. Alors, nous avons le vote sur la proposition de résolution relative au verdissement des subsides pour les investissements en matériel roulant, hein, dus de vergroening van dus de subsidies voor rollende materialen. On peut y aller. Début du vote. Voilà. Voilà. Tout le monde a voté. Qui a oublié de voter? Heeft iedereen gestemd? Ja? Voilà. Alors, allez. Le dernier chiffre, 57, oui. OK, ça va. Meneer de voorzitter, ik wou even toelichten waarom dat we ons onthouden hebben. Ja. Zoals ik vanmorgen zei, je kunt hier moeilijk tegen zijn, tegen dit voorstel van resolutie. Alleen vinden we het zodanig leeg, zodanig vaag en zodanig weinig vergaand, omdat de regering eigenlijk al met net hetzelfde bezig is, dat we toch een signaal wilden geven dat we dit maar een politiek spelletje vinden en dat het parlement tot meer in staat is dan wat dat we hier vandaag gedaan hebben. Dank u wel. OK. Alors, qui demande? Monsieur Verbogen? Oui, tout à fait. Aussi justifier notre abstention sur le fait que pour nous, ça ne va malheureusement pas assez loin. Donc, ce n'est pas que nous sommes contre par principe, mais je pense qu'on pourrait aller plus loin, même si nous soutenons évidemment l'idée. OK. Donc, on vérifie. Tu as voté pour, il a voté pour. Oui, on ajoute. Dat is opgenomen, c'est enregistré. OK, voilà.
Adopté. Alors, nous sommes maintenant avec le projet relatif à l'accord de dialogue et de coopération avec la République de Cuba. Alors, début du vote. Voilà, 79, 78, oui, et une onthouding. OK. Alors, on continue. Nous avons le 542, c'est l'accord, vous l'avez vu, signé à Santo Domingo. Début du vote. Voilà. Een van de stemmingen, 77, 76, oui, et une onthouding. Alors, on a aussi le projet portant assentiment du protocole concernant donc la conférence internationale du travail. Même vote. Même vote. Oui. Oui. Bon. Alors, ça va. Début du vote. Puisqu'il y en a qui veulent le vote. Mais... Non, ils veulent le vote, on votera. Non, oui, mais tu ajoutes. Voilà. OK. C'est sur le travail forcé. Hein. 78. OK. Alors, on a l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Dezelfde stemming? Non? Oui? OK. Alors, c'est fait. On a alors, l'ordre du jour, c'est maintenant het ontwerp van ordonnantie met aanpassing van de gewestelijke regelgeving aan de hervorming van de werking van de hypotheekbewaring. Donc, c'est la conservation des hypothèques, la gestion des documentations patrimoniales. Il n'y a pas eu d'amendement, hein, non? Non, il n'y a pas eu d'amendement. Début du vote. OK, 79, unanimité. Voilà. Aangenomen. Alors, nous avons à l'ordre du jour donc het voorstel van ordonnantie inzake de aanwezigheid van mannen en vrouwen in de gemeentecolleges ten einde een evenwichtige te bereiken. En ik denk dat mevrouw Teitelboom, madame Teitelboom, veut nous dire un mot? Sur la parité? Oui, oui. Voilà. Merci, Monsieur le Président. En effet, je voulais éclairer sur le vote qui va suivre. Donc, comme je l'ai dit en commission, comme je l'ai dit dans les groupes de travail et comme je l'ai dit ce matin, ce texte est malheureusement problématique sur le plan juridique. Il pose question sur sa lisibilité, son équilibre. Ce n'était pas le sens de ce texte déposé au départ. Toutefois, c'est effectivement une amélioration dans le sens où, effectivement, il y a une correction de la sous-représentation des femmes qui, dans la plupart des collèges, sont tout à fait minoritaires, à quelques exceptions près. Et donc, on avance plutôt vers une parité, vraisemblablement, vu toutes les dérogations, qu'une égalité. Oui. Mais au moins, cette parité est un avancement. Et donc, dans mon groupe, dans le groupe MR, plusieurs personnes s'abstiendront, comme je l'ai annoncé ce matin. Toutefois, d'autres personnes voteront pour, et j'en suis. Voilà, c'était ça que Madame voulait dire. Madame Milquet. Elle va peut-être se plaindre.
Oui, pardon. Voilà. Ce n'est pas un nouveau débat ou un tour de parole, c'est parce que Mme Teitelbaum a fait état d'un changement de l'attitude de son groupe et voulait nous le communiquer. Voilà. Voilà. Mais si Mme Milquet veut dire un mot... Puisqu'on est dans les justifications, je vais en profiter pour exprimer un point de vue un tout petit peu différent. Dire évidemment que nous allons voter avec joie et unanimité dans notre groupe pour, parce que nous comprendrions difficilement qu'alors qu'il s'agit d'un des textes les plus ambitieux comparativement à des textes similaires qui ont été adoptés notamment en région wallonne, et que quand on connaît le texte, qu'on a participé aux travaux, que l'on sait d'où on vient et que l'on fait la comparaison avec le texte initialement proposé dont vous faites état, il va beaucoup plus loin, puisque vous proposiez de faire uniquement un tiers et avec toutes les dérogations qui, de toute façon, dans les faits, se seraient passées, on serait arrivé à moins d'un tiers de sexe minoritaire, alors qu'avec le texte et qui, je remercie l'ensemble des groupes, a le soutien d'une très très grande majorité au-delà des clivages classiques que nous allons, j'espère, voter. Nous partons du principe de la parité 50-50 et au minimum minimorum, il n'y aura jamais une possibilité d'être en deçà du tiers. Donc je ne comprends en rien, mais vraiment en rien, parce que je connais bien le texte, l'argument visant à dire qu'on serait déçu parce que le texte initial était plus ambitieux, c'est le contraire. Et je trouve que comme signal à donner par rapport à la problématique de la parité... juridiquement plus stable. Juridiquement, je m'y connais un peu, ça je peux vous dire que c'est faux. Et donc je trouve ça politiquement et juridiquement vraiment triste et vraiment dommage et un très mauvais signal que sur un sujet pareil, s'abstenir. Voilà. Voilà. Par parité... Alors, s'il vous plaît, non. Un commentaire appelle souvent un commentaire. Restons-en là. Hein. Alors, début du vote. On ne reprend pas le débat, hein, ça dépend, mais allez, très brièvement, madame. Je vous remercie, Monsieur le Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh bien, qui dit que je ne vais pas vous la donner? Allez, s'il vous plaît. Brièvement, Madame Teitelbaum a demandé de s'exprimer dans le sens qu'elle a indiqué. Je pense que c'est tout à fait raisonnable qu'elle le fasse. On ne sort pas du sujet néanmoins de trop et on peut éventuellement apporter un commentaire complémentaire mais court. Madame Tract. Je vous remercie, Monsieur le Président. Ce sera extrêmement bref. Pour ma part, je souhaiterais à nouveau me réjouir du vote qui va intervenir dans quelques instants et je souhaiterais me réjouir de l'annonce que vient de nous faire Mme Teitelbaum. Je pense que c'est suffisamment rare dans ce Parlement que les débats parlementaires et la réflexion des députés interviennent encore en cours de séance et jusqu'au vote. Et donc je voulais souligner l'évolution du débat entre ce matin et cet après-midi et remercier Mme Teitelbaum pour ce vote. Allez, Monsieur De Bock, court. Madame Tract m'a totalement devancé. C'était exactement le même sens de message. C'était exactement le même sens du message. Et c'était pour vous confirmer que tout mon groupe ne changerait pas de vote par rapport à ce qu'il avait fait en commission. Voilà. Bien. Voilà. Je crois que on peut voter. Oui. Allez, on vote. Non, on n'en veut pas. Ah, vous avez écrit le cours. Bon, est-ce que c'est les hommes chez les MR qui ont voté contre ou c'est les femmes qui ont voté contre? Alors, il faut une double majorité, comme vous le savez. Il y a beaucoup de blancs chez les bleus. Hein, voilà. Alors, 66 ja, 12 onthouding, 1 nee. Voilà, le projet est adopté. Voilà, notre séance, onze vergadering is gesloten. Bonne soirée, aangename avond. Oui, vous aussi.